Un jour, un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. Annonçait le téléviseur, annonçait les ordinateurs, les séquenceurs, les répondeurs, annonçait le télécopieur, annonçait les radiateurs, annonçait... Mercredi 22 avril 1998, bonsoir, ici Paul Hood et les manchettes de la fin du monde. Visite libre de maisons de vedettes à vendre. Ce n'est pas un garde-robe, c'est le donjon à liposuction. Rue Clark, les piétons en mangent toute une claque. C'est pas les couvre-chaussures parce que c'est des piétons, mais claque là, la claque. C'est, en tout cas, le député Stéphane Tremblay, pourquoi s'est-il sauvé de la Chambre des communes avec son fauteuil? Parce que Sheila Copps essayait toujours de lui saisir le siège. Et moi, vraiment, là, une attend pas l'autre. Et France d'amour à la météo. Animal, elle m'a choisi animal pour me combler. Eh bien, pas les pattes, tigresse, je suis un homme marié, moi. Eh bien, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Ben oui, c'est moi. Tout d'abord, des nouvelles de Marc Labrèche. Marc est malade. Il est malade! Fauché par la grande pépine de la vie, sournoisement attaqué par derrière alors qu'il avait le jéjunum vulnérable et le pancréas distrait. Bref, depuis ce matin, sa maison est une zone sinistrée. Tout autour de son lit, des pleureuses font la vigile en évitant de respirer par le nez. Cela dit, il a fallu ce matin lui trouver un remplaçant. J'avoue que c'était de toute beauté d'ailleurs de voir le monde ici dans l'équipe se porter volontaire. En fait, on aurait dit la course à la chefferie du Parti libéral. Ça se poussait comme des petites souris. Naturellement, j'ai été choisi d'une part parce que les autres membres de l'équipe sont plus jeunes, portent tous des Nike et par conséquent courent beaucoup plus vite que moi. Chicken, comme dans Chicken. Et d'autre part parce que je suis le seul avec Marc, Dieu et son âme, et surtout sa tank sceptique, à pouvoir imiter, et oui, Mickey Rooney. C'est pas mal, hein? Une répétition. Alors même si je suis terrorisé, j'aborde ce nouveau défi avec enthousiasme grâce aux encouragements de l'équipe. Grâce aux encouragements de l'équipe. Oh. Merci. Merci beaucoup. On sait que t'es capable, Paul. On est avec toi, Paul. Et Marc? Merci. Non, ça, c'est trop, ça. Et je te promets, Marc, que mes bras meurtris porteront ton flambeau, car moi aussi, je suis un entertainer. OK, Schley. Gang de pissous. Gang de pissous. On est avec toi. Gang de pissous, ça se poussait. C'est épouvantable. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, mesdames et messieurs. Vous êtes une vedette et vous voulez vendre votre maison. Cuisine égocentrique, sous-sol plus haut que le trou et salle de bain ben snob. Arrive le temps de la faire visiter au premier client. Quelle n'est pas votre surprise de voir apparaître 60 mesdames du club de fermières de Vimont, mon public, en bottes de skidoo armées de Polaroid et d'immenses sacoches vides prêtes à y mettre vos cendriers et votre collection exclusive de retails de facelift. En dépit de cette éventualité, plusieurs de nos riches et célèbres, dont Ginette Renault, tentent de se débarrasser de leur propriété. Jean-René Dufort, la petite hypothèque à 7 % amortie sur 25 ans, a visité quelques-unes de ces célébrissimes demeures. Si on en croit les journaux, nous ferions présentement face à une épidémie de vente de maisons de stars et de personnalités. Afin de vous éviter des visites inutiles en ce beau printemps, la fin du monde dresse pour vous un petit catalogue de vente. Si vous disposez de 900 000 $ canadiens, vous pourrez vous procurer la luxueuse résidence de Robert Bourassa. Cette maison de style fortifié rappelle la belle capitale de Québec. La maison est vendue avec un bac à recyclage, un gros bonsaï et un mur des lamentations. On ne visite pas, indécis s'abstenir. Masbourg, réveille-toi, il est 11 h, ta période de montage achève. Avis aux amateurs de couleurs bizarres, l'appartement de Patrick Masbourian sera disponible en juillet. Si vous disposez de 650 000 $, peut-être que la résidence de Marcel Béliveau est pour vous. Elle n'est pas à vendre, mais ça ne saurait tarder. C'est une maison de style espagnol Boucherville avec plein d'argent caché dans les murs et une vue sur des HLM. On ne visite pas.
Et tant qu'à rester dans le big et le riche et célèbre, Paul Hood, pour 1,7 million, négociable à 1,6, vous remettra les clés de cette luxueuse résidence. On téléphone à Claudette Auchu. Pour 750 000 beaux dollars, faites-vous plaisir et procurez-vous la cabane de Ginette. Ici, tout est à vendre. La maison à 750 000, le Winnebago à 70 000, la Rolls à 20 000 et les sacs à vidange à 10 $ chacun. On ne visite pas. Et en terminant, c'est dommage pour vous, mais la maison de notre productrice, la richissime Dominique Chaloux, n'est pas à vendre. Ici Jean-René Dufort, devant le Château Chaloux. Eh bien, nous allons rejoindre Jean-René Dufort sur le belvédère du Mont-Royal. Jean-René, c'était pas prévu, ça. Oui, salut Marc. Ah, non, pas Marc, Paul. OK, oui, Ouais. Paul. Et soit dit en passant, c'était pas prévu. Encore une fois, je le répète. Oui, ben écoute, moi j'ai été bien déçu aujourd'hui parce que, tu sais, Marc, j'étais supposé aller Paul. voir... Paul. Oui. J'étais supposé aller voir la maison de Patrick Roy Oui. à 1,9 million. Elle est vendue. Absolument, la maison est vendue sur une île... Qui a vraiment de bien riche. pu acheter 1,9 million de dollars cette maison-là? Peut-être un autre joueur de hockey? Oui, et j'ai été aussi déçu, Marc, parce que la maison de Guy Paul, parce que la maison de Guy Lepage aussi est vendue, donc j'ai été obligé de visiter la maison de Paul Hood, notre chroniqueur. Non, mais c'était pas prévu, ça. Vraiment, je vous le dis, c'était pas prévu du tout. Ça, vous avez profité de ma nervosité aujourd'hui, Jean-René. Je filais un peu baveux aujourd'hui, je m'excuse. Jean-René, je voulais vous dire que je me sens un peu ici comme un gardien substitut. Je sais que votre joueur préféré dans la Ligue nationale est à Fredericton. Oui. Thomas Vokoun. Oui. Et je me sens à peu près comme lui. Ben, j'ai voulu te rassurer en te disant que tu étais le Thomas Vokoun de la fin du monde, mais je pense que tu as fait une période dans sa vie dans les ligues Oui, majeures. c'est ça qui est le... Mais vous êtes un vétéran, Marc. Oui. Non, Paul. Paul. Oui. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, Marc. Et ça vous voit très bien. Merci. Et surtout, on a hâte de vous voir en soutien-gorge. Oui, oui, merci, Marc. D'accord. Après la pause, la fin du monde en bref. La fin du monde en bref. Deux équipes d'astronomes américains ont récemment surpris une scène tout à fait incroyable autour d'une étoile éloignée de 220 années-lumière. Ils croient en effet avoir découvert la preuve la plus éclatante de la formation de jeunes planètes autour d'une étoile similaire à notre Soleil. C'est quand même extraordinaire. Les images captées par ces photographes de l'espace représenteraient donc, selon eux, les premiers balbutiements de la création du système solaire. Et ici même, à LFDM est à 7H, nous avons pour vous ce soir les images exclusives de la fabrication d'une planète. Bon, on commence. On va mettre un peu d'or. Ah ouais, visse là, Bon, des passe balances, là. Ça va aller bien avec ça. Là, si je me pogne là-dedans, là, je vais être fini. Non, tenez ça, là. Attendez, La on a manche. pris la manche. Venez nous aider, des quelqu'un. affaires. Ah, allez-y, allez-y. Je vais vous ajouter un 9. T'es cœur, hein? T'es cœur, hein? C'est pire que notre horloge cochonne. Marc, you, s'il te plaît, rampe jusque vers moi. Viens me délivrer de ces piteux gags de nos scripteurs. Surtout, n'oublie pas tes imodiums. Eh bien, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais j'étais encore très crédible à Nagano il y a très peu de temps. Et je crois que je viens de faire une croix sur Sydney 2000. L'homme a besoin de challenges, c'est bien connu, et de défis. Quel est ce besoin maladif d'aller faire du saut à ski à Kigali, du porte-à-porte à Sarajevo ou encore du bungee en baby-doll devant les talibans à Kaboul? C'est dangereux, je le sais, car j'ai failli y laisser mes mules en marabout. Et que dire de cette activité des plus téméraires qui consiste à tenter de traverser la rue Clark entre les rues Fairmount et Saint-Viateur? Cette funeste intersection montréalaise a fait une seconde victime en 1 an, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et cela, malgré les demandes répétées des citoyens du quartier pour qu'on installe au moins un signal d'arrêt qui pourrait manifestement sauver des vies. Manuel Foglia est allé jouer dans le trafic. Au chapitre des relations piétons-automobiles, Montréal, parmi les villes nord-américaines, reste une des plus meurtrières. L'année dernière seulement, quelques 150 personnes sont mortes frappées par des voitures et plus de 3000 ont été blessées, plus ou moins grièvement. Au mois d'août 1997, une résidente de la rue Clark, Mme Siletta, est tuée devant chez elle par une voiture en traversant la rue. À la demande d'un comité de citoyens, la Ville de Montréal forme un comité d'études sur la pertinence d'installer un arrêt-stop sur la rue Clark entre les rues Fairmount et Saint-Viateur.
Est-ce que Mme Sedeta serait morte aujourd'hui s'il y avait eu un signe d'arrêt à l'endroit où nous en demandons? Et notre réponse est très probablement pas. Et ce n'est pas en mettant des panneaux arrêts au milieu des tronçons de rue qu'on va automatiquement rendre ces rues sécuritaires. C'est une situation assez complexe. Il faut que le panneau soit justifié, il faut qu'il soit visible, il faut qu'il soit dégagé, il faut qu'il soit utilisé. Et on n'est pas convaincu que ce soit le cas ici. Donc l'étude se poursuit. 8 mois plus tard, le comité d'études n'a toujours pas pris de décision et une deuxième résidente a été tuée il y a moins de 2 semaines. Combien ça prend de morts avant que la ville réagisse? Bien, je pense, écoutez, il faut... on n'a pas de rapport de police sur quelles sont les circonstances qui font que cette personne-là est décédée. Les indications qu'on a, c'est qu'évidemment, des gens traversent en plein milieu de la rue. Les citoyens ne sont pas des imbéciles. Et se faire traiter comme des imbéciles parce que le manuel de la route dit autrement, à un moment donné, il faut réviser les règles et répondre aux besoins des citoyens. Ça fait presque 10 mois que la ville est sur ce dossier-là et il n'y a quand même rien qui a été fait vraiment concrètement pour régler ce problème-là. Je suis un peu étonné, là. Je veux dire, je sais que la conseillère locale, je veux le dire poliment, là, elle pousse beaucoup sur ce dossier-là. Sauf que, je veux dire, il faut être bien conscient que si vous installez un arrêt et qu'on dit, OK, les citoyens veulent un arrêt, on en met un. Et si vous vous retrouvez l'année suivante ou le mois suivant avec plus de décès ou d'accidents avec des blessés graves, qui va en porter la responsabilité? La conseillère locale? Il y a un problème. C'est évident. Trouvez une solution. Puis parlez-moi pas de l'éducation. Si c'est pas un stop, c'est quoi? Je ne veux pas non plus que les gens se mettent à traverser n'importe comment. Et c'est là aussi qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation. Peut-être donner un cours de cascadeur aussi aux piétons? Wow! Manuel Foglia, bonsoir. Bonsoir, Marc. Si je comprends bien... Paul. Paul, pardon. Bonsoir, Pierre. Oh, Pierre Foglia. Très fort. C'est bon. Manuel, si je comprends bien, vous avez réalisé ce topo au péril de votre vie. Oui, ça a été terrible. Ça fait presque 8 mois que je suis sur le dossier et j'ai failli me faire tuer à plusieurs reprises. Mais sérieusement, c'est pas arrangé, là. Quand vous avez traversé la rue lentement, les véhicules arrivaient déjà à bonne vitesse. Oui. Et vous auriez pu, effectivement, passer. Oui, y passer sur un piéton, pas un piéton, mais un automobiliste. Non, je vais tout avouer, Paul. Sincèrement, c'est stagé. Ah bon, c'est stagé. C'est stagé. Les gens ont été très, très courtois avec moi. En fait, c'est surprenant. Cette journée-là, il n'y avait pas moyen de les prendre en défaut. La chose qu'il faut dire, par contre, ce qui est étonnant au niveau des chiffres des mortalités au chapitre des décès, il y a quand même, oui, effectivement, quelques 130 décès de piétons au Québec seulement chaque année et 3000 blessés graves. Ce qui m'étonne un peu, c'est que la rue en question, il y a des lignes jaunes, hein, des barres sur lesquelles on peut traverser. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Non? Il n'y a rien du tout. Mais ce qui est fatigant, en fait, là-dedans, c'est que le discours des institutions, en fait, on met beaucoup d'emphase sur la prévention à l'égard des piétons. Par exemple, on va installer des trucs au coin des rues sur lesquels c'est écrit « Ne traverser n'importe où, jamais, etc. » Alors que les automobilistes, il n'y a pas de campagne de la Régie de l'assurance automobile du Québec à l'égard des automobilistes. Mais tout ce qu'on demande, au moins, c'est un arrêt, pas nécessairement des feux de circulation, un arrêt, parce que ça roulait à bonne vitesse, comme on l'a vu. Merci beaucoup, Pierre, Manuel. Marc, ça m'a fait bien plaisir. Non. Effectivement, oui. Vous reviendrez, hein, Manuel. Oui. C'était fort agréable. Eh bien, mesdames et messieurs, demeurez avec nous, car le meilleur moment, chaque soir de la fin du monde, et oui, les sports, après la pause. Eh bien, il a perdu une grande partie de ses fans dans le naufrage du Titanic. Mais fort heureusement, il lui reste encore tous ceux qui étaient à bord de l'Arche de Noé. Le voici, Paul Hood et la chronique des sports. Bonsoir, Paul. Comment ça va? Bonsoir, Paul. Ça va très bien. Comment vont Francine et les enfants? Hein? Ils vont très bien aussi. Et comment, Paul, vont Francine et les enfants? Ben, ils vont très bien, merci. Oh, est-ce qu'on vous a dit, Paul, qu'on vous aime? Oh, on vous aime. Oui, mais c'est pas le temps, là, parce que c'est ce soir que débutent, Paul, les séries éliminatoires au hockey. Pas vrai? Oh, j'ai l'air intéressé.
Bon, de toute façon, il y a une chose importante, c'est qu'il y a 6 des 8 séries qui s'amorcent ce soir, car comme vous le savez, la série entre le Canadien et les Pingouins à Pittsburgh ne débute que demain soir. Ben oui, ça tue du bon sens. Bon, le Canadien a pris l'avion à 10 h ce matin, s'est entraîné vers 14 h cet après-midi. C'est un bon entraînement et il y a un seul absent jusqu'ici, bien sûr, avec l'équipe pour l'entraînement. C'est Scott Thornton qui a subi une intervention arthroscopique à l'épaule. Donc, il ne s'est pas entraîné, ne devrait pas jouer demain soir. Et là, vous préparez la grande vigile au Lampion pour demain soir au Centre Molson devant, en fait. C'est demain soir. Et comme vous le savez, Paul, c'est très important. Nous comptons sur vous, fidèle public. Vous êtes conviés à 19 h demain soir, jeudi, rue La Gauchetière, devant le Centre Molson. Oh mon Dieu, ça sent le flop, ça sent le gros flop. Non, justement, ce ne sera pas un flop, pas cette fois-ci, parce qu'on a préparé, Paul, 20 lampions, un pour chaque joueur du Canadien. Alors, je vous invite, et vous aussi, Paul, en grand nombre, la section des sports compte sur vous demain. Mon Dieu. Paul, changez pas. Francine et moi, quand on est au lit le soir, là, on dit, oh, changez pas, restez de même. C'est de même qu'on vous aime. Bon, c'est très gentil qu'on vous aime, votre part, Paul. Mais il y a une chose que j'ai oublié d'ajouter, hein, c'est que pour le pool des poches... Non, on n'a pas le temps. Mais pour le pool des poches, c'est tout le temps qu'on a à notre disposition. Des séries éliminatoires. On n'a pas le temps. On passe maintenant aux prévisions du temps avec la météorologue amateur de la semaine, France D'Amour. Bonsoir, France. Bonsoir, Paul. Est-ce que je peux souhaiter mes prompts rétablissements à Marc juste avant de commencer? Absolument. Alors, Marc, si tu as la grippe ou la gastro, faut que tu prennes 1000 mg de vitamine C à l'heure, de l'équinacée, de l'acidophilus, puis qu'est-ce que je pourrais bien dire de prendre aussi? Oui, là, de l'imodium, on l'a dit tout à l'heure peut-être? OK, c'est correct. Tout ça ensemble, là, ça devrait être correct pour demain. France, on a fait l'unanimité au sein de l'équipe, ce qui est très rare dans nos rencontres de production le matin. Vous avez été extraordinaire jusqu'ici. C'est pas parce que je vais vous mettre de la pression ce soir, mais on a adoré ce que vous avez fait jusqu'ici. Merci beaucoup. Et c'est sincère. Alors, merci beaucoup. Alors, ce soir, vous avez encore composé comme ça un air météorologique. Oui, voilà. Il va faire beau, il va faire chaud, malgré des passages nuageux. Oh, la grenouille va retourner dans l'eau, et nous aux terrasses bien heureux. C'est le striptease des vieilles pelures, et les thermomètres s'excitent. 16 degrés de température, Montréal vaut bien le Mexique. Sous les palmiers de Montréal, sous les palmiers de Montréal, les amoureux les amygdales. Bravo, France, c'est vraiment formidable. Merci. Ici comme ailleurs, je penserai à toi. Wouhou! Ça vous rappelle quelque chose, ça, quand même, hein? Oui, mon premier album. Ben oui. Ben merci beaucoup, France. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Merci, bye, à demain. Et à demain. Oui. Après la pause, le rescapé de la fin du monde. Eh bien, notre rescapé de ce soir est le plus jeune parlementaire à siéger à Ottawa. Fort de son expérience à la tête du comité des jeunes pour le oui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il fut élu député du Bloc québécois à la Chambre des communes à l'âge de 22 ans. Loin de se laisser imposer les vues et les visées de ses aînés, il a plutôt choisi de secouer les tapis, de battre les rideaux et de déplacer le mobilier. Et justement ce soir, il n'est pas venu seul, car depuis lundi, il promène son fauteuil de député sous son bras, à défaut de placer sa chaise sous son séant. Mesdames et messieurs, Stéphane Tremblay, le député de Lac-Saint-Jean à la Chambre des communes. Bonsoir, M. Tremblay. Bonjour, Paul. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Oui, et vous vraiment, vous vous déplacez avec votre fauteuil de la Chambre des communes? C'est pas mon siège, ça appartient à la population. C'est ça, il faut bien le comprendre. Ah, ça, c'est bien, ça. Ici, on sent là, le député qui représente sa région. Est-ce qu'on se trompe en vous disant que vous avez battu le record, c'est-à-dire à savoir que vous êtes le plus jeune député de la Chambre des communes? Actuellement, oui. Dans l'histoire, apparemment, je pense qu'il y en a eu un ou deux là, qui étaient plus jeunes lors de son entrée. Quand moi, j'ai fait mon entrée, j'avais 22 ans. Donc, oui, en tout cas, c'est dans les plus jeunes, en tout cas. C'est
un très beau fauteuil, hein, capitonné et tout. Est-ce que c'est vraiment confortable lorsque, par exemple, vous êtes en chambre et que vous êtes obligé d'écouter les harangues de Paul Martin et tout ça? Est-ce que vous sentez, est-ce qu'on peut dormir, par exemple? Non, c'est confortable, c'est confortable. Ouais. Vous n'êtes pas encore au Sénat? Non, pas encore. Ça prend 30 ans pour rentrer au Sénat. Bon, il nous reste peu de temps, Stéphane Tremblay, et on veut comprendre une chose. D'abord, vous avez, en quelque sorte, succédé à Lucien Bouchard dans sa circonscription et tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à poser un geste aussi spectaculaire? Bien, écoutez, je me pose la question, comme bien des jeunes, je pense, dans quel type de société on va vivre plus tard. Or, actuellement, je pense que dans la société, il y a un phénomène d'écart entre riches et pauvres qui s'agrandit constamment, et ça, malgré un phénomène de croissance économique. Et actuellement, bon, après 2 ans à écouter les discours de tous les parlementaires, à un moment donné, on se pose des questions. Oui, mais il n'y a rien qui améliore. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je remets en question la capacité de ce siège à réduire les écarts entre riches et pauvres. Bon, aussi, je l'amène au niveau au niveau de la mondialisation des marchés. Bon, il y a bien des choses qui sont compliquées. Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de l'expliquer en Vous avez parlé, entre autres, quelques minutes. de la réunion de Lisbonne. Peut-être que pour les gens de votre circonscription, ce serait peut-être trop long ce soir d'expliquer ce qu'était la réunion de Lisbonne. Mais il en demeure pas moins que vous avez des visées vraiment très grandes. Autrement dit, on dirait que vous voulez prendre de front un immense problème qui est la réalité. D'abord, je vais vous confronter tout de suite. En 2005, on va vivre dans une zone libre-échangiste qui va s'étendre de la terre de Baffin jusqu'au Cap Horn. Comment pouvez-vous freiner, vous? Comment pensez-vous qu'on puisse échapper à ce phénomène? Ce n'est pas... l'objet de mon débat, ce n'est pas de freiner la mondialisation, loin de là, mais c'est de l'encadrer. Auparavant, vous aviez une économie nationale qui était gérée par un gouvernement qui, lui aussi, avait un pouvoir national. Aujourd'hui, on est devenu dans une économie mondiale. Or, le pouvoir des gouvernements, lui, est demeuré national. C'est la raison pour laquelle il va falloir instaurer certaines règles du jeu à la mondialisation afin de redonner le pouvoir au gouvernement, les hauts gouvernements, et ça sur toute la planète, en fin de compte. Mais Stéphane Tremblay, votre geste, est-ce qu'il était prémédité, vous y aviez bien pensé, parce que vous avez été un peu rabroué par M. Duceppe, entre autres. Bien, rabroué, non. C'est parce que c'est un geste non partisan, puisqu'on parle de perte de pouvoir politique, il y a perte de démocratie, donc j'estimais fondamental que ce débat devait se faire sur un œil non partisan. Bon, maintenant que vous avez reçu une certaine rebuffade de votre chef et tout ça, est-ce que vous êtes obligé de rentrer dans le rang, ou maintenant que vous avez, comme on dit, brisé la glace, vous êtes obligé de continuer à pousser plus loin votre idée de vous faire reconnaître et de vous exprimer? Actuellement, qu'est-ce que je fais? C'est que je sensibilise sur la question. Ensuite, j'ai une pétition pour former un comité parlementaire pour charger d'étudier les questions et j'espère que tout le monde va m'appuyer. Merci beaucoup, Stéphane Tremblay. Au revoir, tout le monde. Bon rétablissement, Marc.